Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, sera en 2024 très actif sur le plan du développement économique alors que tout indique que la zone d'économie bleue sera confirmée par Québec au cours des 12 prochains mois. Le maire se dit aussi très fier d'avoir participé au projet de déconstruction parrainé par la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie. Et quant au budget 2024, la taxe foncière subit une hausse de 5 cents du 100 $ d'évaluation. Autant de sujets qui ont été abordés lors de notre entretien de début d'année. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Bonne année à vous. Merci, et vous aussi. Alors, merci d'avoir accepté notre entretien mensuel. On prend notre année 2024 et on va parler d'argent. Je vais vous donner l'occasion de parler argent parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de votre budget la dernière fois. Là, on va en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos citoyens aujourd'hui concernant le budget? Bien, comme je l'avais expliqué là, en séance du conseil municipal, là, au mois de décembre, moi, j'avais entre autres deux objectifs. Là, il y avait le budget qu'on savait là, avec... on ne se le cachera pas, là, avec l'indexation, puis la hausse des taux d'intérêt, puis on avait eu aussi là, des informations au niveau d'une diminution de la péréquation. On avait eu une augmentation de taxes là, sur de l'essence, mais on avait un manque à gagner d'environ 82 000 $. Donc, c'est des éléments qui étaient importants. Puis l'autre dossier, c'était la convention collective. On pourra en parler. Mais au niveau du budget, là, moi, je pense que le travail qui a été fait, c'est que présentement, le fait d'avoir un certain coussin au niveau du surplus accumulé, l'an passé, on avait mis 200 000 $ dans notre surplus accumulé. Cette année, on a décidé d'injecter un autre 125 000 $. Puis en même temps, bien, étant donné que la plupart de nos gros projets là, ont été réalisés dans le cadre au niveau municipal, on a décidé de lever le break un petit peu, là, parce qu'on a un autre gros projet. Les autres gros projets de développement, on veut les lier avec la zone d'innovation. Mais au niveau municipal, là, cette année, on a accordé un budget d'une différence de hausse de dépenses comparativement l'an passé d'à peu près 175 000 $, qui représente à peu près 2,37 d'augmentation. Mais tantôt, en discutant ensemble, c'est sûr qu'on est passé de 95 cents à 1 $, donc c'est à peu près 5 cents de surplus. Donc, de façon très, très, très simple, si vous avez une maison d'évaluer à peu près 100 000 $, bien, vous avez une augmentation de 50 $ qui comprend tout. Qu'on comprend là, même là, le 35 $ supplémentaire là, concernant les matières résiduelles, parce qu'au niveau de la MRC Rocher-Percé, le résiduel est passé de 300 à 335, puis l'institutionnel est passé à 350. Bon, alors, vous avez aussi dit pendant le budget que depuis que vous êtes en poste en 2017, si j'ai bien compris, votre surplus accumulé se porte assez bien. Donc, vous avez fait un jeu d'équilibriste, ce qui fait que vous avez quand même augmenté votre surplus de sommes assez substantielles. Bien, écoutez, je pense que c'est important, c'est que, moi, quand je suis arrivé maire là, en 2017, là, je suis arrivé pratiquement avec une page blanche. Puis le directeur général est en congé de maladie à ce moment-là. Donc, je suis arrivé, puis je pense que M. Ken Moreau, il était en poste là, en tant que directeur. Il faisait même pas là, 2 mois, puis il était en probation jusqu'au 31 décembre. Puis moi, j'ai été élu le 14 de novembre. Donc, premier dossier chaud, ce que j'avais à faire, c'était de régler le dossier du directeur qui est en congé de maladie pour me permettre de procéder à offrir une offre à M. Ken Moreau en tant que directeur général. Donc, on a réussi à faire ce travail-là. Puis, on était un peu suite au budget, des rencontres avec Raymond Chabot-Green Thornton. Puis, en prenant connaissance des finances de la ville, bien, il m'avait été porté là, à mon attention, puis c'était important que le maire soit au courant, qui avait des interrogations sur les finances de la municipalité. Donc, tout ça juste pour vous dire, au niveau du surplus accumulé en 2017, là, il était à 222 000. Puis quand on comprend le fonds de roulement avec les réserves, on est à peu près 423 435. Puis en 2023, bien, le surplus accumulé, on est présentement à 897 000, une différence d'environ 675 000. Puis au niveau du total, 1,7 million. OK? Donc, le pourquoi que je mentionne ça, c'est que
Moi, ce qui est important, c'est d'avoir au minimum un fonds de roulement d'à peu près 500 000 pour pouvoir là, prévenir, mettons, des situations, des bris majeurs, n'importe quoi là, qui peut arriver. Donc, c'est important d'avoir une certaine réserve. Puis, on a travaillé avec Raymond Chabot Grant Thornton sur une planification financière de 10 ans. Okay? Parce que quand je me suis présenté, là, en tout cas, moi, les rondes, j'ai été conseiller municipal en 2005. Là, puis à ce moment-là, ben, les dossiers chauds, on parlait de l'aéroport, on parlait du réseau des caducs au 28, on parlait de la municipalisation du parc. C'était... Déjà dans ce temps-là? Oui, dans ce temps-là, c'était les gros projets porteurs. Parce que la municipalisation du parc, là, c'est en cours depuis 1986. Oh, quand même. Puis au niveau du réseau d'égouts Lacaduc, là, on parlait de ça là, au début des années 2000. Puis concernant l'aéroport, ben ça a tout le temps été debout. Là, ils ont fait, admettons, un 4000 pieds sur du fond solide. Il aurait pu la faire plus longue, mais il avait décidé de le faire sur 4000 pieds, mais pas de conforme, ça prenait au moins 5000 pieds. Puis là, il y avait puis là, c'était un outil de développement au niveau de l'aéroport chez Percé. Mais moi, je peux vous dire que depuis le 14 novembre 2017, c'est qu'aujourd'hui, ben après un mandat, puis on est à la mi du deuxième mandat, ben le réseau d'égouts d'Acaduc au 28, c'est un projet qui nous a permis de brancher 127 unités, puis de permettre aussi des terrains vacants attrayants pour des nouvelles constructions. Le dossier de la municipalisation du parc, c'est réglé, c'est signé. On a eu un premier versement de 2,7 millions du MAPAC, c'est financé à 100 %. On va avoir une contribution de 4,7 millions. Puis l'objectif de ça, c'est surtout pour mettre la conformité de l'émissaire en mer. Parce que le problème qu'on avait, c'est que l'émissaire en mer appartenant au MAPAC, ils avaient un avis de défaut du ministère de l'Environnement qui devait se conformer. Puis nos industriels qui utilisaient, mettons, l'outil qui appartenait même pas à la municipalité, donc s'il n'y avait pas de travaux qui se faisaient, bien, ils auraient été peut-être pris d'arrêter les opérations. Donc c'était vraiment important, dans une vision de développement, de s'assurer de la conformité de l'émissaire en mer puis de la mise en niveau 2. Donc, on a travaillé très, très fort là-dessus. Donc, on a réussi là, à s'entendre avec le gouvernement du Québec pour en devenir propriétaire des 18 terrains au niveau de la municipalisation du parc pour en faire le développement. Puis au niveau de la Régard, bien, comme vous le savez, c'est un dossier MRC1, mais c'est au sein de la municipalité de Grande-Rivière. Donc effectivement, toutes les maires ont contribué, puis j'étais bien fier de faire partie de l'équipe on a réussi à chercher là, le financement pour l'agrandissement, premièrement, de la piste. Là, comme vous voyez, on est en train de terminer le dossier de l'aérogare. Puis la prochaine étape, c'est s'assurer d'avoir toute la conformité avec Transport Canada pour être en mesure d'interpeller plusieurs transporteurs pour venir offrir divers services. On a déjà des services qui sont offerts présentement. Puis ça, c'était les gros enjeux. Mais il reste qu'il y a eu d'autres réalisations. Piste de tête lisse, un projet de 750 000, c'est vraiment au volet communautaire, c'est super important. Plusieurs utilisateurs qui l'utilisent. Puis, un autre dossier qu'on a parlé beaucoup, ben, le gymnase, que nos jeunes de l'école primaire devaient prendre l'autobus pour aller au cours des adultes. Donc, c'était certaines problématiques. Donc, on a travaillé très fort avec les pêches pour une première phase. C'était au minimum d'avoir un gymnase à l'école Bon Pasteur. C'était un 12-18, un peu qu'ils ont présentement à Cap d'Espoir. Mais étant donné, dans un esprit que je voulais que le gymnase communautaire soit disponible autant pour les étudiants du cégep, autant pour, au niveau polyvalent, donc on a travaillé pour un gymnase 18-24. En réalité, une deuxième phase qu'on a réussi à faire financer par le ministère de l'Éducation. Donc ça, c'était un autre beau projet qui a été réalisé. Puis d'une autre partie, bien, toujours en travaillant ces dossiers, bien, comme vous pouvez voir, là, il y a la caserne de 64 qui est terminée présentement. Puis je pense que c'est une belle fierté pour la municipalité de Grande-Rivière parce qu'au niveau de la sécurité, là, je pense que c'est la caserne de référence de l'Est du Québec. Tout est bien équipé pour faire des interventions autant terrestres, maritimes, dans la forêt. On a une belle brigade, les gens sont bien formés. On a vraiment là, de quoi vraiment intéressant. La rue des Pionniers?
la rue de Pionnier, mais ça fait partie du réseau d'égouts d'aqueduc, là, tu sais, que là, il reste, mettons, une petite phase à faire, là, mais qui va être terminée là, au printemps. Puis en même temps, bien, dans le cadre de la zone d'innovation, on pourra en parler tantôt, mais le Canap, il était fermé en 2011. Là, tout le monde, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Puis on travaillait même peut-être de transférer l'hôtel de ville maintenant dans le Canap. Puis aujourd'hui, bien, comme vous pouvez voir, c'est un investissement à peu près 25 millions, puis il va être utilisé pour ce qui avait été conçu, pour supporter, puis au niveau recherche-développement de l'industrie des pêches. Puis c'est un investissement à 26 millions. Donc on va avoir un centre de recherche là, vraiment d'appoint qui va acquérir, qui va intéresser des chercheurs à venir s'implanter ici. Puis ça va créer 25 nouvelles jobs. Puis nous, bien, on a besoin de loger ces gens-là. Donc en acquérant, mettons, le bâtiment là, pour BMR, qu'on a décidé de reconvertir à notre caserne de pompiers. Bien, on est propriétaire de l'autre terrain qu'on est sur un projet de présentement de développement de logements locatifs. Donc, le projet économique ne manque pas, là. On vient de dresser une longue liste depuis que vous êtes en poste, en fait. Donc, des projets qui, quand vous étiez conseiller, étaient dans des tiroirs. Aujourd'hui, ils sont réalisés. En gros, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Puis moi, aujourd'hui, je parle, je suis maire, mais c'est un travail d'équipe. Je vous dirais que c'est autant, là, il y a un travail politique, il y a un travail administratif, j'ai un conseil municipal, on travaille ensemble. Moi, un de mes objectifs, c'était de mettre à profit mon réseau puis mon expertise là, en développement de projets au bénéfice de la communauté. Puis, mais à côté de ça, le plus gros projet que je travaille présentement, c'est la zone bleue qui selon moi, c'est vraiment là, le véhicule là, qui va permettre vraiment à la municipalité de Grande-Viette de se démarquer puis de démontrer vraiment son expertise dans le milieu marin. Bon, on va y revenir en fin d'entrevue. Je vais rester dans le budget je vais quitter le budget avec cette question. Pendant la séance, pour qui regarde votre séance, vous avez lancé un message important, c'est-à-dire que vous n'avez pas la responsabilité d'évaluer les rôles d'évaluation. Le rôle d'évaluation, c'est pas de la responsabilité des élus, des maires. Il y a une entité indépendante qui le fait. J'ai trouvé cette intervention assez pertinente. Peut-être la rappeler à nos auditeurs. Bien, écoutez, c'est que présentement, là, comme le monde sache, là, cette année, là, on est en train de préparer le nouveau rôle d'évaluation, parce qu'à partir du 1er janvier 2025, c'est que les taxes vont se baser sur un nouveau rôle d'évaluation. Donc, on s'est rendu le tour de Grande-Rivière. Puis, de la façon dont c'est fait, ça, c'est au niveau de la MRC Rocher-Percé. Bien, pour l'ensemble des municipalités, ils vont en appel d'offres, puis c'est l'entreprise Servitec là, qui a été retenue. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là, mais écoutez, il n'y a pas nécessairement 50 firmes. Ça se bouscule pas par Tillon. Ça se bouscule pas. Donc, il y a déjà arrivé une année qu'il y en avait 3, mais cette année, c'est Servitec. Puis là, c'est parce que dernièrement, tu sais, c'est sûr, certain que là, le fait qu'on entend parler beaucoup, tu sais, dans certaines municipalités, des augmentations de 37 etc. Ça s'en vient, ça? Oui, c'est sûr. Puis nous, c'est sûr, certain qu'il va y avoir un impact. Le véhicule qu'on peut faire, nous, c'est diminuer le taux de taxe, oui. Tu sais. Sauf que quand tu diminues le taux de taxe, tu diminues ça par secteur. Tu sais. Donc, il va y avoir un impact pareil, mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis ça, de la façon dont c'est calculé, bien, c'est selon les ventes de terrain. Tu sais. Donc, il y a une valeur municipale, les ventes de terrain. Les nouvelles maisons, c'est pas nécessairement les mêmes nouvelles maisons qui arrivent, mais c'est surtout les maisons qui ont été vendues pendant une certaine période. Donc, c'est ça qui vient vraiment jouer. Puis, tout dernièrement, c'est parce qu'il y a un citoyen qui avait interpellé le municipal, dans la période des fêtes, entre autres. Là. Puis le bureau était fermé. Puis moi, j'étais comme un CC, puis challenger parce que lui, il voulait savoir comment il est évalué comparativement, mettons, à un voisin. La question se pose. Oui, la question se pose. Donc, moi, j'ai fait part, écoutez, vous allez sur le site de la Ville de Grande-Vière, hein, puis sur la plateforme Azimut, vous avez possibilité, en mettant votre adresse, de prendre connaissance de votre fiche. OK. Donc, puis ça, c'est public. Là, tout le monde a accès à ça. Donc, ça te permet de voir, là, avec ton adresse, la valeur de ton bâtiment, puis la valeur de ton terrain, puis c'est quoi ta valeur là, municipale. Puis tu peux même aller voir là, les autres. Donc, en réalité, ce qui avait été fait, lui, il avait pris sa maison, lui, okay, ouais. versus une maison, mettons, avoisinante. Puis lui, il ne comprenait pas pourquoi
que sa maison là, était plus évaluée que l'autre. Parce qu'il disait qu'au niveau des pièces, ça avait pratiquement les mêmes pièces, que l'autre avait fait certaines rénovations. Mais comme j'ai expliqué, c'est que de la façon dont c'est fait avec Servitec, les autres, ils vont évaluer. Souvent, c'est qu'il y a des critères, là, entre autres, là, c'est l'année de construction. C'est sûr que les maisons qui ont été construites des années 70-80, bien, versus ces 2005, c'est pas la même chose. On comprend en considérant aussi de la finition des matériaux. Exemple, si ta cour est asphaltée versus ce qui n'était pas asphalté, ça c'est calculé aussi. Puis dans tes bâtiments accessoires, bien, ça dépend aussi de la finition de tes bâtiments accessoires. Donc, tout ça est considéré. Mais ça, cette partie-là, ouais. Ça appartient pas au municipal. Nous autres, en réalité, nous autres, ce qu'on demande, quand vous avez des projets d'amélioration, vous avez obligation de faire une demande de permis. Puis même d'avant d'entamer les travaux, vous devez voir à la ville pour vous assurer que vous respectez le plan d'urbanisme, que votre terrain a les caractéristiques nécessaires pour être en mesure soit d'apporter un agrandissement ou apporter un nouveau bâtiment, etc. Puis il y a des zones dans lesquelles il y a certaines restrictions. Donc ça, il faut que c'est validé. Puis après, c'est validé, vous avez un permis. Puis quand vous avez votre permis, vous faites les travaux. Puis quand les travaux sont terminés, mais nous, c'est rentré dans le système. Puis ça, bien, c'est avec ça, après, qu'il y a un rôle d'évaluation qui est fait. Mais quelqu'un qui veut contester, exemple, suite à des travaux qu'il a fait durant une année, bien, à la réception, exemple, de l'augmentation que tu as reçue, tu as un délai de 60 jours que tu dois aller sur le site de l'AMRC. Parce que il y a un formulaire. L'AMRC Roger Percé, il y a un formulaire que tu complètes, puis qu'on te conteste, que toi, tu n'es pas nécessairement en accord avec ce qui est proposé. D'accord. Puis il y a un montant, tout dépendant de la diversité, il y a un montant que tu dois payer pour pouvoir entamer cette procédure-là. OK. Puis l'autre chose, bien, c'est comme que c'est un nouveau rôle d'évaluation. Un nouveau rôle d'évaluation, normalement, étant donné qu'il est effectif au 1er janvier, les gens ont jusqu'au 30 avril de l'année subséquente. Exemple, comme nous autres, au 30 avril 2025, les gens, à la réception de leur nouveau compte de taxes, s'ils trouvent « Ah, j'ai demain augmenté », puis que, mais ils doivent s'adresser à la MRC, puis ils ont jusqu'au 30 avril. Quand vous avez passé ce délai-là, ben vous devez, là, c'est le montant qui est là. Okay, donc ça, c'est une firme qui a un mandat, qui a un contrat avec la MRC, puis la MRC, c'est les 5 municipalités, puis qui fait ce travail-là. OK, donc le message est important parce qu'il y aurait pu avoir d'autres citoyens qui ne connaissaient pas, Souvent, on renvoie aux élus municipaux. Vous êtes les premiers au front, hein? Oui. C'est connu, là. Il y a vous, il y a le préfet, il y a le gouvernement du Québec, il y a Ottawa, mais les premiers en avant, c'est vous. Bien, en tout cas, moi, pour être clair, pour être transparent, là, je veux juste dire aux gens, c'est que moi, je suis maire, je fais de la politique, puis je fais pas de l'ingérence administrative, on est une équipe administrative. Puis chacun a un rôle de responsabilité. Je veux juste vous rassurer, c'est pas le maire qui décide. Tel citoyen, tu vas payer tant de taxes, versus toi, ben, je t'aime moins, tu vas payer plus cher. Ça marche pas de même. Donc le message, c'est important de le dire parce que on sait combien les maires on leur fait porter le poids de bien des dossiers. Oui. Ça, et on le voit, il y a beaucoup de démissions dans votre domaine, là. Beaucoup de maires, d'élus ont démissionné en 2023-2022. Pourquoi? Parce qu'ils sont en demande sur toutes sortes de dossiers qui ne les concernent pas nécessairement. Bien, écoutez, moi, c'est sûr certain que je suis maire là, de la municipalité. On parle à peu près de 3400 citoyens. Puis, je comprends qu'il y a des gens, des fois, qu'on peut avoir des opinions divergentes. Mais dans un système sous forme de respect, là, quand je me fais poser des questions, mais il reste que je suis le maire de la ville de Rondière. Je ne suis pas le maire d'un citoyen en particulier. Ouais. Quand moi, je me fais interpeller, que tu n'as pas le choix de me répondre parce que tu es le maire, puis je suis un citoyen, puis je paye des taxes, ça ne marche pas de même. Moi, je suis ici là, pour l'avancement de la communauté et non pour amener, mettons, certains avantages à certains citoyens. Le message est passé. On va rester dans le d'économie, parce que vous êtes passé dans le Journal de la presse tout récemment, vous et monsieur le maire de Chandler. Pourquoi? Pour ce projet de déconstruction. Je voulais y revenir parce que la question que je vous posais, c'est si c'était à refaire, à vous lire,
enfin, ce qui est sorti dans le journal, vous le referiez, en fait. C'est un bon projet. Bien, des fois, je dis tout le temps, l'inconnu, tu sais, quand tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr, certain que dans une volonté, des fois, d'aller rapidement, ben on aura pu décider, là, tu sais, de donner un contrat de démolition à un contracteur, puis tout aurait été mis à terre, puis on aurait assumé, maintenant, à 100 % des coûts. Sauf que, comme je l'ai toujours expliqué, moi, je suis plus, là, moi, j'aime investir, admettons, là, $1 pour essayer de nous rapporter de faire toujours des effets leviers. Donc, souvent, avant d'entreprendre n'importe quel chantier, on prend soin, moi puis le directeur général, de regarder tout ce qui est accessible. Puis, en travaillant avec Mme Drapeau, c'est qu'on s'est aperçu que le Fonds municipal canadien vert, tu sais, Fonds municipal canadien vert, ouais. C'est que il y avait des programmes adaptés, là, tu sais, pour ces nouvelles pratiques. Puis, étant donné qu'on est en train de transformer le bâtiment BMR avec la nouvelle caserne de pompiers, on a voulu valider avec l'entrepreneur s'il n'y avait pas possibilité d'embarquer parce que c'est pas tout le monde, là, tu sais, parce que c'est comme un nouveau projet de recherche-développement, puis c'est une des raisons pourquoi il y a de l'aide. Mais ça a permis à l'entrepreneur, tu sais, de mettre en pratique d'autres façons de faire. De regarder certains matériaux pour leur permettre de se faire... Lui aussi, il apprend, là. Revaloriser, bien oui, c'est sûr, certain, c'est fait partie. Parce que nous, on avait un coût rattaché à ça, mais je donne un exemple. Tu sais, ça coûtait, exemple, 140 000 $ pour tout déconstruire, mais avec le fait d'y aller sur un programme de déconstruction, tu sais, les premiers volets, bien, le coût, tu sais, vu qu'il y avait de l'incertitude, il a augmenté à 180 000, mais on a réussi à chercher de l'aide financière, que c'est avec cette aide financière-là, on est en dessous de ce qu'on aurait tout déconstruit. Quand même. Donc, puis en même temps, ben, ça nous a permis d'éviter d'envoyer, je pense, 135 tonnes, là, tu sais, de matériel là, directement au LT à Gaspé. Ça a permis aussi à des citoyens de reprendre certains matériaux pour les donner, mettons, une deuxième vie. Puis je sais qu'il y avait des super de belles pièces là, à l'intérieur du bâtiment qui étaient conservées puis qui avaient une certaine valeur. Parce que les gens ont acquis ça. Donc, puis ça en même temps, ben, on parle beaucoup le côté environnemental, l'empreinte environnementale, le développement durable, l'économie circulaire. Puis, moi, je trouve, pour une petite municipalité comme Grande-Ville de 3500, ben, tu sais, on aime oser, puis porter, puis essayer, puis on a embarqué dans l'aventure. Ça nous donne une super de belle visibilité. Ça nous a permis que ça coûtait moins cher à la municipalité que si on aurait décidé de tout déconstruire. On a donné de la valorisation à plusieurs produits. Ça donne une super de belle marque. On vient démontrer en réellement, pas juste en théorique, là, en pratique. Tu sais, que l'effet. Puis je sais que notre directeur général travaille beaucoup en étroite collaboration avec Mme Drapeau. Quand on a décidé de prendre, mettons, le verre, d'en l'introduire, mettons, dans le sel, faire certains mélanges pour pouvoir déclasser. Puis on l'utilise aussi comme forme d'isolant dans certains des travaux. Donc, l'objectif, là, c'est, comme vous le savez, les matières résiduelles, c'est extrêmement cher. Donc, il faut trouver une façon de diminuer de qu'est-ce qu'on envoie, mettons, à l'enfouissement à Gaspé, parce que le coût de transport, c'est ça qui coûte cher. Puis, ce qui concerne avec le centre de tri, bien, on utilise d'autres produits pour lui donner d'autres vocations. Donc, nous, au niveau de l'isolation, souvent, on la prend. Donc, au lieu d'acheter d'autres produits, on prend ça. Donc, on vient compenser. C'est moindrement cher. Donc, c'est ça. Donc, en réalité, l'économie circulaire, là, il y en a beaucoup qui en parlent. C'est bien en parler. Bien, moi, je peux vous dire qu'à Grande-Ville, on le met en pratique. D'accord. Donc, je reviens à ma première question. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Exact. Donc, c'est très positif. D'ailleurs, en lisant le texte, c'était très clair que, même je pense, pour que ça se rende à la presse ou dans les médias nationaux, c'est absolument exceptionnel. Bien, je vous dirais que ça a eu tellement d'impact que mardi cette semaine, j'ai fait une entrevue avec CPAM 1410. Une communauté ethnique-culturelle du Grand Montréal. Ah, ouais. Puis l'animateur m'a dit à la fin qu'il dit c'est une petite municipalité de 3500 de l'Est du Québec qui devrait peut-être, que la ville de Montréal devrait prendre comme exemple
pourrait implémenter ça dans ses modèles d'affaires. Oui, écoute, mais puis je termine en disant que de toute façon, Rocher-Percé, il faut le dire, a été à l'avant-garde depuis plusieurs années, là, que ce soit dans la récupération du verre, les 3 services avec le compostage, ça. Franchement, merci a fait des gros efforts là-dessus, puis c'est édifiant pour nous, c'est valorisant. Dernier sujet, zone bleue, si vous me permettez, parce qu'on va finir avec ça. Oui. On ne peut pas se passer de parler de ça, parce que c'est peut-être cette année qu'on coupe le ruban rouge. Ben, écoutez, là, comme vous le savez, nous, au niveau administratif, là, ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur ce projet-là. Tout est monté et déposé. Puis dernièrement, ben, comme vous le savez, le directeur général de la zone d'innovation, qui est Martin Beaulieu, avait été embauché. Puis lui, son principal objectif, c'est vraiment ficeler là, avec, entre autres, avec les instances du gouvernement pour s'assurer qu'on arrive à une annonce. Donc, moi, je vous dirais que je suis très fier là, de voir que dans une édition spéciale d'innovation dans le Journal des Affaires, du 13 décembre, qu'on parle là, via le sous-ministre là, du MI au Québec, M. Vizina, qui explique un peu là, la vision du gouvernement avec les zones d'innovation, qu'il expose c'est quoi l'impact des 3 zones qui ont été annoncées. Puis, les 3 zones, c'est-à-dire? Il y a une zone qui a été annoncée, là, mettons, à Québec. Oui. Il y a la filière batterie, là, dans l'ensemble du Québec. OK. Puis, à Sherbrooke aussi, là, ça a été annoncé, là, pour un super là, moteur avec un ordinateur avec IBM. Puis ça, c'est vraiment se positionner sur des secteurs très, très spécifiques. Mais nous, on a eu l'audace d'essayer de mettre le potentiel de l'avant de l'industrie maritime, que ce soit la recherche-développement, la capture, la transformation, les instances, que ce soit avec l'ICAR, l'Institut maritime, l'École des pêches, l'École nationale. Donc, on a complété un dossier, puis on a réussi avec... dans une prochaine étape, c'est qu'il fallait que, vu que Rimouski avait déposé un projet, donc on a décidé de s'intégrer de façon complémentaire. Donc, étant donné que nous, on avait l'expertise au niveau de la capture, de la transformation, eux avaient vraiment l'expertise au niveau des biotechnologies marines, recherche-développement, au niveau universitaire, c'est ça, les sciences gouvernementales. Puis, dans cet article-là, il exposait que normalement, les 2 prochaines zones qui vont être annoncées, on parle de la zone agroalimentaire, puis à Saint-Hyacinthe, puis on parle aussi de la zone bleue, qui est Rimouski, Grande-Rivière. Mais comme vous savez, dans Rocher-Percé, on nomme souvent Grande-Rivière, mais c'est Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Oui. Puis là, pourquoi souvent c'est nommé Grande-Rivière? C'est parce que le porteur, nous, ici, c'est la Corporation de développement économique de Grande-Rivière, qui est vraiment en arrière. Puis à Rimouski, c'est la SOPER de Rimouski, qui est un peu les 2 organismes de développement économique là, du territoire. Puis présentement, nous, on est dans la zone verte. Puis dans la zone jaune, ils ont nommé... ils ont nommé des zones là, comme un peu à l'étude, puis il y a même des études, là, des zones qui ont été refusées. Puis on parle à des grands centres urbains comme Montréal, là, qui sont pas prêts, qui sont pas refusés. Nous autres, là, on est rendus, là, on a la possibilité d'être nommés dans le top 5 là, dans les zones. Ils vont en avoir à peu près 8 au Québec. Ah, OK, d'accord. Puis l'ensemble des projets, là, c'est qu'on parle là, des projets d'à peu près pour 1 milliard. Mais il y a des secteurs géographiques. Ce qui concerne pour nous, là, c'est des retombées économiques évaluées à peu près de 256 millions. Pour les retombées sur un territoire? Sur le territoire de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, parce que juste au niveau de la municipalisation du parc, là, juste pour vous dire, là, une nouvelle prise d'eau de mer, c'est 30 millions. On a le parc d'hivernage de bateaux, on s'en est parlé tantôt. Il fait partie de ce projet-là. On parle, mettons, d'un projet de 6-7 millions. Il y a le dossier de l'émissaire en mer, parce que le premier 4,7 millions, c'était la première phase. Mais il y a la deuxième phase. Le Carrefour d'innovation qui est en construction présentement, c'est à peu près 25-26 millions. On parle des antennes universitaires. On parle de l'avenue d'une résidence étudiante pour le cégep. Ici, donc ça fait partie de ce projet-là. On parle aussi de l'ensemble de tous les projets porteurs des entreprises privées, tout le développement du chantier naval électrique, hybride, le milieu de vie au niveau du logement. C'est un ensemble, là, il y a plusieurs projets qui sont là-dedans, mais on veut utiliser le coffre outil zone d'innovation pour être en mesure de pouvoir financer ça. Donc, en réalité, il y a le parc bioalimentaire, je pense que M. Roberto Blantin, à Sainte-Thérèse, à Radio-Anglais-Saint-Mont.
Mais le but du parc bioalimentaire, c'est d'avoir un endroit stratégique d'accueil pour les startups d'entreprise, d'avoir un incubateur d'entreprise. C'est développer un écosystème de l'économie bleue. Puis, je vous dirais où est-ce qu'il y a le gros potentiel, c'est qu'on constate qu'il va falloir qu'on mette de l'emphase beaucoup sur le développement de l'aquaculture terrestre, puis on va se servir de cette expertise-là. Le gouvernement du Canada s'est positionné à ce niveau-là avec des grosses sommes d'argent. Le gouvernement du Québec avec la zone bleue. Donc, le but géographique, c'est de développer une expertise. Normalement, on va se dire qu'au Québec, quand on vient maintenant, si on veut connaître ce qui se passe au Québec dans le secteur maritime, bien, les endroits stratégiques, ça va être Rimouski, ça va être ici Grande-Rivière, avec Carrefour Innovation, l'École des pêches, puis le milieu. Mais c'est pour avoir des retombées aussi sur l'ensemble du Québec. Ça veut dire qu'on va travailler autant avec les entreprises de Rivière-Nord, parce qu'on a aussi des ententes de partenariat, là, comme l'ACPG, on a une entente avec eux autres. Parce que nous, c'est beaucoup le crabe des neiges, puis au mort, tandis que là-bas, c'est la crevette, puis il y a le développement du sébasse éventuellement. Bien, moi, la zone bleue, là, normalement, ça vient avec un financement à peu près de 1,5 million annuellement. On va engager à peu près là, un 7-8 personnes qui vont être en mesure de travailler sur le développement à l'international, l'accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre là, des nouvelles entreprises qui aimeraient s'installer. Mais présentement, on n'a pas d'accueil. On a des entreprises qui ont de l'intérêt, mais on n'a pas de parc industriel, on n'a rien d'adapté pour le secteur marin. Puis on parle beaucoup du logement, pareil, pour les travailleurs étrangers. Puis moi, ce qui est important, bien, il faut avoir une bonne qualité de vie. T'sais. Là-dedans, en zone bleue, là, dans notre projet, là, on a même mis en place là, une piste cyclable, Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Puis ça fait partie, là, parce qu'une zone bleue, en réalité, c'est tous les ministères que quand une zone est annoncée, il y a une renaissance scientifique qui est menée par l'UMIE, puis que l'ensemble des ministères doivent travailler ensemble. Wow. C'est une des raisons pourquoi on a réussi à attacher la municipalisation du parc. C'était depuis 1986 que les gens en discutaient. Puis, à un moment donné, dans le cadre, moi, je disais qu'il y avait des défis. Je dis là, ça marche pas. J'ai dit, moi, je suis municipal. L'émissaire, ça appartient au MAPAC. Puis, on a un avis de défaut qui est le ministère de l'Environnement. Puis là, j'ai Mérinov, que lui, a des besoins. Mais là, on est 4-5 ministères. Donc, les gens de la zone bleue, ils ont mis en place un comité d'infrastructure. Il y a eu une obligation que les ministères s'assisent ensemble. Ils ont pris la problématique, puis ils ont réussi à trouver le terrain d'entente, puis avec un montant financier pour être en mesure de pouvoir nous permettre d'en taper la première phase. Il n'y aura pas eu de projet de zone bleue, là. On ne parlera pas de municipalisation du parc. Alors, je termine et je vous pose la question du départ. Avec tout ce que vous m'avez dit, est-ce qu'en 2024, il y a des bonnes chances qu'on coupe le ruban rouge? Moi, je pense qu'en 2024, je pense que oui. Je pense que oui, puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus, parce qu'on a besoin de ça pour se développer. Puis normalement, là, on travaille très, très, très fort. Là, où est-ce qu'on est rendu présentement? C'est parce qu'on a travaillé très fort. On a pris à peine de déposer un projet. On a... écoutez, le projet de zone bleue, des zones d'économie et d'innovation, il va en avoir maximum 10 au Québec. Il va y avoir, on parle d'Abitibi, secteur des mines, Saguenay au côté, mettons, aluminium vert, on parle de la filière batterie. Nous autres, au niveau maritime, là, avec le potentiel, puis l'économie bleue, c'est pas juste la capture, là, il faut y aller avec tout ce qu'on a dans la mer. C'est un gros chantier. Puis ce que j'en suis fier, c'est que dans l'île du Québec, là, il y a un projet de zone, puis c'est Rimouski, Grande-Rivière. Puis pour paraphraser d'autres gouvernements précédemment, ils appelaient ça des créneaux d'excellence. Est-ce qu'on peut être dans cette même dynamique? Ça semble de... Bien, créneaux d'excellence, bien, il y a aussi, là, si vous allez, mettons, un peu, là, ils sont beaucoup basés sur comme les hubs qu'on appelle, là, aux États-Unis, il y a des hubs, là, tu sais. Oui. Bien, c'est un peu un copie-coller que le gouvernement du Québec a voulu mettre en place. OK. Puis que là, ben, nous, il fallait qu'on faisait la démonstration. Puis le travail qu'on a fait, là, je vous le dis, là, je l'ai présenté 3 fois, le projet de zone. Là.
Puis c'était devant tous des représentants des ministères, ça a été le 10-12, puis ils nous posaient plein de questions. À un moment donné, là, tu sais, on y croyait plus, on faisait un pas, on a reculé 3. Mais aujourd'hui, personnellement, 13 décembre, quand j'ai vu le journal d'innovation, puis qu'on parle des projets, puis que tout le monde a les regards là-dessus, puis on a une petite municipalité en Gaspésie de 3500 qui a su démontrer le plein potentiel du secteur des pêches, puis on est en mesure de se positionner stratégiquement comme une terre d'accueil pour le développement de l'industrie. Moi, je peux vous dire, si on a l'annonce de la zone, Grande-Rivière va changer d'image. Je vous le dis, là, on va passer là, à une autre étape supérieure. On passe aux ligues majeures. Oui, on va trouver des lignes majeures. Mais on va être là pour l'ouverture, c'est promis. Ça fait plaisir. J'en prie. Merci, M. le maire. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.